Alors, mon nom est Jean-Philippe Cobot, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille et directeur du Centre d'éthique médicale. Donc, mes recherches portent essentiellement sur l'éthique médicale au sens large du terme, puisqu'elle concerne aussi bien des contextes sanitaires que médico-sociaux ou même sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, on poursuit des recherches à partir d'une hypothèse un peu générale qui est de considérer le soin ou l'accompagnement comme une action collective et de essayer de réfléchir aux conditions dans lesquelles celle-ci peut se déployer pour être le plus adéquate et la plus respectueuse des personnes accompagnées. Alors la présentation d'aujourd'hui, elle se situe un peu dans la suite du livret sur l'autonomie de vie. Et donc, on m'avait demandé de réfléchir à la question de l'autodétermination, de l'autonomie de vie et de l'accessibilisation à ce droit à l'autonomie de vie. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre très au sérieux en fait, le concept d'autonomie de vie ou même de vie autonome, c'est-à-dire qui est mis en avant dans le carnet, qui, je pense, est une notion vraiment intéressante parce qu'elle ancre l'autonomie dans quelque chose de très concret, qui est la vie des individus telle qu'elle s'est déployée. Et il me semble que c'est une notion à partir de laquelle on peut véritablement développer une réflexion forte sur la question et la présence du sujet, de n'importe quel sujet, qui aurait donc ce droit à la vie, à une vie autonome ou à l'autonomie de vie, et qui, à partir de là, je dirais, acquiert non seulement un statut, mais aussi une consistance dans l'espace social. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à partir de là, notamment dans la discussion qu'il y a autour de l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées, il y a une discussion intéressante qui a été initiée par l'observation numéro 5 sur cet article du Comité des droits, et qui était assez radicale puisqu'elle était pour la suppression des institutions au nom d'une vie autonome ou d'une vie indépendante. Et donc les débats, notamment à la CAPLAB de Lille, ont aussi tourné autour de la question de savoir s'il fallait une position aussi radicale, si l'enjeu n'était pas la transformation, la réorganisation des institutions plutôt que leur suppression pure et simple. Et dans ce cadre-là, il y a une véritable discussion sur l'articulation entre, d'une part, cette vie autonome ou cette autonomie de vie et cette reconfiguration des institutions. Donc, à l'intérieur même de l'article 19, il y a le ferment d'une discussion sur les conditions d'une transformation des institutions. Et là, en l'occurrence, à partir de la notion d'autonomie de vie, c'est en prenant très au sérieux cette forme de vie que l'individu a, y compris dans sa trajectoire biographique, dans son lieu de vie, etc. Il vient dans le débat d'une certaine manière avec tout un bagage et toute une assise qui, en plus, là, est reconnue comme devant être prise en compte. Et donc, on peut penser des processus tant d'accompagnement que d'organisation qui prennent cette réalité subjective et ce travail même du sujet sur lui-même à cette occasion très au sérieux. Par ailleurs, ce genre de choses remet un peu en question aussi les approches et les théories sur la participation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des théories encore beaucoup trop idéalistes et un peu fonctionnalistes de la participation, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait plus par enrôlement d'un certain nombre de personnes ou de certaines disciplines et dans une croyance que cet enrôlement suffisait en quelque sorte à construire quelque chose de significatif, de pérenne et de véritablement démocratique. Or, aujourd'hui, on revient assez bien de ces approches dites pragmatiques de la participation pour les penser à partir, je dirais, des relations concrètes qu'il y a entre les individus et de la possibilité pour ces individus de réfléchir sur le fait de savoir si cette matrice relationnelle, cette manière d'interagir entre eux, leur convient et produit des choses qui leur conviennent. Et donc, c'est eux qui deviennent, en quelque sorte, depuis l'intérieur, les constructeurs du processus participatif.
Et alors la conclusion était un peu de se dire que pour que des processus comme ça soient possibles et puissent se déployer, il était aussi important de revoir un peu les politiques publiques qui devraient s'écarter d'un modèle simplement de la commande et du contrôle, mais plutôt se concevoir en termes de soutien et de soutien réflexif à ces processus, pour qu'ils puissent prendre plus d'ampleur, pour que les individus soient véritablement libres de les mener et de les expérimenter. Voilà un peu le propos d'aujourd'hui.